La dynastie d'Akkad, qu'on peut situer conventionnellement de 2340 à 2200 avant notre ère, est un moment très célèbre dans la longue histoire de la Mésopotamie pour de nombreuses raisons. L'une tient à l'histoire politique. Il s'agit du premier empire qui se soit créé au Proche-Orient, et à ce titre, il est légitime que son fondateur, Sargon, et ses successeurs retiennent l'attention. Par ailleurs, les rois de cette époque ont eu la volonté de commémorer leurs exploits sans retenue, ce qui a donné lieu à des œuvres très remarquables. Dans le domaine de la sculpture, on peut ainsi citer la stèle de victoire de Naram-Sin, retrouvée à Suse et aujourd'hui conservée au Louvre, ou encore une tête découverte à Ninive qui représente à peu près sûrement un souverain de cette époque. Cette volonté affirmée de passer à la postérité, comme nous dirions aujourd'hui, a été un succès total. Les rois d'Akkad ont en effet été des figures sur lesquelles les Mésopotamiens n'ont cessé de réfléchir depuis la fin du IIIe millénaire jusqu'à l'extinction de leur civilisation. Des présages rappelaient la coïncidence de certains signes observables par les devins avec des faits marquants des règnes de ces monarques, et l'on a beaucoup discuté sur l'historicité de ces présages. Surtout, toute une littérature a eu pour thème la geste de ces rois. En sumérien, d'abord, avec la légende sumérienne de Sargon, et surtout ce best-seller qu'est la Malédiction d'Agadé, qui est le texte, l'un des deux textes pour lesquels on a le plus de manuscrits dans la littérature sumérienne. Mais les textes les plus nombreux sont en langue akkadienne. Ils ont été réunis, voici une vingtaine d'années, par John Goodnick Westenholz et repris plus récemment par Michael Howell. La littérature akkadienne, à propos de Sargon, est largement légendaire. Il y a même eu récemment la publication d'un texte découvert à Kültepe, l'ancienne Kaniche, qui a donné lieu à de nombreuses interprétations contradictoires, mais qui apparaît à beaucoup comme un texte satirique. La situation est différente avec Naram-Sin. Comme l'a souligné Ben Foster dans sa toute récente synthèse, la littérature relative à Naram-Sin tend à changer de caractère par rapport à celle centrée sur Sargon, en bonne partie parce qu'une partie d'entre elles est inspirée par des inscriptions authentiques. Et c'est notamment le cas du récit de la Grande Rébellion contre Naram-Sin. Étant donné le laps de temps qui m'est imparti, je me limiterai à l'examen de ce texte, qui est l'un des plus célèbres dans la littérature akkadienne relative à cette époque, et à la reconstitution duquel j'ai pris part en 1997, lorsque j'ai publié un fragment du manuscrit de Marie complétant celui que Georges Dossin avait déjà fait connaître. Ce texte a été affublé par les assyriologues modernes de divers titres. Edmond Solberger parlait de l'insurrection générale contre Naram-Sin, mais le titre de Grande Rébellion ou Grande Révolte contre Naram-Sin s'est depuis imposé. Le texte commence par mentionner les dieux Enlil et Ilaba, puis vient la titulature de Naram-Sin, et ensuite commence le récit de la Grande Révolte, récit qui est fait à la première personne. Tous les pays se sont coalisés contre Naram-Sin, mais seulement une douzaine de villes de Babylonie du Nord sont mentionnées. Naram-Sin procède alors à une sorte de retour en arrière, rappelant ce qui s'était passé du temps de Sargon, qu'il désigne comme « mon père ». Après sa conquête d'Uruk, Sargon avait laissé les gens de Kish qui y étaient prisonniers rentrer chez eux, et malgré cette marque de mansuétude, les gens de Kish prirent part à la révolte contre Naram-Sin, héritier de Sargon, et choisirent pour roi Iprur-Kish. À ce point, le récit énumère toute une série de rois avec leur capitale, située cette fois au sud de la Babylonie, avec notamment Amar-Gin, le roi d'Uruk. Les coalisés rassemblent 90 000 soldats, mais Naram-Sin en tue de grandes quantités, et le manuscrit de Marie s'achève par cette affirmation. C'est grâce à la levée des seuls habitants d'Akkad que j'ai levé contre eux une expédition militaire à 9 reprises. L'assyriologue américain Steve Tinney a mis l'accent sur le fait que la séparation entre ce que la tradition assyriologique appelle texte historique
comme les inscriptions royales, et les textes dits littéraires étaient largement artificiels, les deux genres étant aussi chargés d'un point de vue idéologique. Ils souhaitent lire ces textes, je cite, pour apprendre non ce qu'ils nous disent à propos des événements qu'ils prétendent décrire, mais ce qu'ils nous disent à propos d'eux-mêmes et des raisons de décrire ces événements d'une certaine manière. Au même moment, et de manière encore plus vigoureuse, Mario Liverani a pris une position résolument anti-positiviste sur laquelle je reviendrai. Je voudrais, cet après-midi, montrer comment il est possible que des textes légendaires, postérieurs de plusieurs siècles à l'époque dont il parle, puissent néanmoins contenir des éléments historiques authentiques. Et c'est pourquoi je souhaite transformer le titre de ma communication. J'avais donné initialement le titre « De l'histoire à la légende », mais chemin faisant, en préparant ma communication, je me suis rendu compte que l'inverse rendait davantage compte de ma démarche. Celle-ci correspond davantage au sous-titre qu'au titre de notre colloque. Il ne s'agit pas tant d'étudier les relations entre oral et écrit que d'analyser les processus de rédaction et d'édition de ces textes. Le gros avantage de l'assyriologue par rapport à d'autres collègues, et dans le contexte d'aujourd'hui, je pense bien sûr aux biblistes, c'est de posséder des chaînons dans l'histoire de la transmission sur la longue durée et de l'évolution de tels récits. Nous essaierons d'abord de reconstituer la chaîne qui relie les inscriptions contemporaines des rois d'Akkad aux copies postérieures. Une analyse des différences entre les manuscrits du texte paléo-babylonien et les originaux permettra ensuite de voir de quelle manière le récit s'écarte des inscriptions qui forment sa source. Nous verrons enfin comment, dans des cas privilégiés, l'historien peut tenter de reconstituer le milieu qui a donné naissance à telle ou telle forme du récit. Il faut souligner le petit nombre d'inscriptions contemporaines des rois d'Akkad. Le recueil de Douglas Frayne ne permet pas de s'en rendre compte immédiatement, car il a choisi de mélanger les originaux et les copies postérieures. En revanche, l'ouvrage de Gelb et Kinast sépare soigneusement, pour chaque roi, les inscriptions connues sur des supports d'époque des transcriptions plus tardives. La statue dite de Bassetki constitue un exemple extraordinaire d'inscription contemporaine. Coulée en cuivre, elle a été découverte par hasard dans les années 1960 près de la ville lors de la construction de la route Mossoul-Zako. J'ajoute qu'elle fait partie des pièces les plus célèbres volées au musée de Bagdad en avril 2003 et qui, heureusement, a été retrouvée quelques mois plus tard. Elle commémore la demande qu'auraient adressée les habitants d'Akkad aux principaux dieux de leur empire de bâtir un temple pour Naram-Sin, qualifié de dieu de leur ville, pour célébrer les 9 victoires qu'il aurait remportées en l'espace d'une année seulement. Il s'agit de la plus longue des 20 inscriptions de Naram-Sin, les autres se trouvant sur des statues, des stèles ou des vases en pierre, ou plus modestement sur des briques estampées. Les copies postérieures sont surtout des exercices effectués par des apprentis scribes. Un cas très intéressant est fourni à Our par la maison numéro 7 Quiet Street, chère à mon cœur, occupée par une famille de purificateurs pendant les décennies centrales du XVIIIe siècle. Parmi les dizaines d'exercices scolaires qui y ont été découverts, Woolley a retrouvé 3 copies d'inscriptions royales de l'époque d'Akkad. Et ces tablettes se caractérisent par le fait que le copiste n'a pas essayé de reproduire la graphie paléo-akkadienne, mais a utilisé la cursive paléo-babylonienne de son temps. Our n'est pas un cas isolé. On a aussi découvert un fragment d'inscription de Naram-Sin à Mari, qui semble avoir également une origine scolaire, et là encore, le copiste a employé la cursive courante de l'époque. Avec les copies exécutées dans la ville de Nippur, on a affaire à de véritables facsimilés. Les copistes ont essayé de conserver la forme des signes des originaux. À Philadelphie, des générations d'assyriologues ont patiemment reconstitué de grandes tablettes, telles que celle-ci, sur lesquelles des apprentis scribes avaient copié à la suite plusieurs inscriptions. Ces copies doivent avoir été faites
à partir de statues et de stèles érigées dans la cour du temple d'Enlil à Nippur, qui s'appelait l'Écour, ou encore d'après des vases votifs qui y étaient conservés. C'est explicitement noté sur le colophon d'un fragment d'une de ces grandes tablettes, inscription sur, et puis là vous avez le type de support, à l'intérieur de la cour du temple Écour. Un fait remarquable doit être relevé, les indications sur l'emplacement des inscriptions sont en langue sumérienne et dans la graphie paléo-babylonienne, alors que le scribe reproduit scrupuleusement les inscriptions dans la langue akkadienne d'origine et dans la graphie de l'époque d'Akkad. À ce genre appartient une tablette de la collection Brockman, conservée à Haïfa avec quelques autres, qui étaient originellement présentes à Philadelphie et qui en ont été soustraites avant 1912. Elles ont été publiées en 1989. On passe maintenant à la question du développement des légendes. Le récit de la Grande Rébellion, que j'ai résumé rapidement tout à l'heure, est essentiellement connu par deux versions d'époque paléo-babylonienne, l'une retrouvée dans le palais de Marie, que j'appellerai désormais manuscrit M, et la seconde conservée à Genève et n'ayant pas de provenance connue, et que donc, avec un manque d'imagination, les assyriologues ont appelé le manuscrit G. Dès 1980, Piotr Michalowski a montré que le début du manuscrit G est presque exactement parallèle à la copie de l'inscription que je vous ai montrée tout à l'heure de Nippur. Les deux textes commencent en effet pratiquement de la même manière. Enlil, son dieu, il abat le jeune homme des dieux, son aide, Naram-Sin, le roi fort, roi d'Agadé, roi des quatre rives. J'ai mis en rouge les quelques variantes du texte récent, le manuscrit G, mais vous voyez qu'il y a une identité quasiment totale. Par la suite, la principale différence est que le récit paléo-babylonien est à la première personne, alors que la copie de l'inscription authentique est rédigée à la troisième personne. Par ailleurs, Klaus Wilke a publié le facsimilé d'une inscription de Naram-Sin qui est conservée à Iéna et qui raconte, comme la tablette Brockman, les victoires de Naram-Sin contre les rebelles de Babylonie du Nord menés par le roi de Kish, Iprur-Kish, et contre les rebelles de Babylonie du Sud menés par le roi d'Uruk, Amar-Girid. On possède donc 3 tablettes qui sont la copie d'inscriptions authentiques plus ou moins identiques, et 2 tablettes qui nous donnent un récit paléo-babylonien de la Grande Révolte. Il faut d'abord remarquer que les manuscrits paléo-babyloniens, G et M, s'efforcent d'apparaître comme la copie d'inscriptions authentiques, au contraire du texte qu'on connaît par ailleurs et qui est désigné comme la légende de Kuta, où apparaissent des êtres fantastiques qui sont directement issus de la mythologie. Les ennemis sont décrits comme des hordes plus ou moins démoniaques, en tout cas inhumaines et venues de l'extérieur de la Mésopotamie. Il y a là un contraste très fort entre ces deux types de textes. Par ailleurs, les deux manuscrits G et M sont parfois très proches, mais parfois divergents. Par exemple, la liste des villes coalisées contre Naram-Sin diffère entre G et M, mais il s'agit de villes réelles et bien situées. Et c'est ce qui a poussé John Westenholz à écrire « Les mêmes traditions orales sont reflétées dans ces deux textes, mais leurs formes écrites démontrent le manque de tout contact écrit. » A-t-on vraiment affaire à des traditions orales ? Ça reste à démontrer. De leur côté, Grayson et Solberger voyaient les choses de manière différente en disant que M n'est qu'une collection d'extraits de textes divers. Il est vrai qu'à l'époque, il n'avait qu'une partie du manuscrit. Maintenant que le texte est plus complet, ce jugement ne peut plus être maintenu. Et l'étude très précise qui a été effectuée par Michael Howell permet de constater que les textes G et M sont à certains endroits quasiment des citations des inscriptions authentiques.
En revanche, certains passages de ces inscriptions manquent dans les textes G et M, notamment l'énumération des pertes, prisonniers et morts, infligés à chacune des villes révoltées. À l'inverse, les textes G et M donnent des détails absents des inscriptions authentiques. M met par exemple l'accent sur le fait que le roi de Kish, Iprur-Kish, n'appartenait pas à une lignée royale, sans doute une façon de le discréditer. Il est donc sûr que le ou les auteurs des récits paléo-babyloniens ont eu accès aux textes des inscriptions de Naram-Sin. Leur travail permet de voir à quel point de tels textes, alors vieux de plus de 5 siècles, étaient bien compris par certains scribes, ce que les copies en fac-similé ne permettent pas d'apprécier, puisqu'il s'agit d'une simple reproduction. Contrairement à ce qu'avait affirmé Hage Wenstenholz, les récits G et M ne sont pas des exercices d'écoliers reproduisant des contes populaires bien connus. On a affaire à un travail de savant et non à une tradition orale plus ou moins folklorique, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas existé parallèlement. La question maintenant de l'attitude que l'historien doit avoir face à de tels textes, eh bien, on va voir qu'il y a des positions qui ont été extrêmement différentes au cours du temps. On peut commencer par rappeler que certains auteurs, comme Gad, par exemple, dans des histoires de la Mésopotamie, ne se sont pas privés de paraphraser les textes légendaires sur les rois d'Akkad, je dirais, faute de mieux. Plus près de nous, on relève la naïveté d'un archéologue comme Harvey Weiss, qui s'est appuyé sur les informations d'une chronique du premier millénaire pour affirmer l'usage par Sargon de puits d'argile de Babylone pour la construction d'Agadé nous contraint à situer Agadé dans les environs de Babylone. Et finalement, il concluait « Ishan Miziad est le site d'Agadé ». Il y a eu, heureusement, depuis, des propositions mieux étayées. Mais sans aller jusqu'à un tel point, certaines études ont légitimé le recours aux textes dits historico-littéraires. Ainsi, en publiant 2 manuscrits du récit de la Grande Révolte, Grayson et Solberger avaient conclu « Il paraît donc raisonnable de conclure que les événements relatés dans les textes historico-littéraires, particulièrement dans G et M, sont authentiques, dans l'essentiel sinon dans les détails, et qu'il est par conséquent légitime d'en tenir compte dans une reconstruction de l'histoire du règne de Naram-Suen ». C'est ce qu'a fait Jacobsen dans son étude sur Iprur-Kishi et son temps, qui est paru peu après. Au contraire, Steve Tinney a refusé cette position. Des textes tels que les récits paléo-babyloniens conservant la Grande Rébellion peuvent être utilisés pour éclairer l'arrière-plan sociopolitique de la période paléo-babylonienne elle-même, mais n'ont pas de place dans la reconstruction des événements de la période paléo-akkadienne. Et dans un premier temps, Jerry Cooper avait également indiqué la pratique qui est suivie communément dans les reconstructions historiques, spécialement pour la période sargonique, de nouer ensemble les témoignages des documents contemporains avec des épisodes plausibles de la tradition historico-littéraire n'est pas saine d'un point de vue méthodologique. Et après la publication de la tablette de la collection Brockman, Jerry Cooper, d'une manière tout à fait honorable, a fait son mea culpa en écrivant des témoignages publiés ces dernières années ont prouvé que les textes littéraires relatifs à la grande rébellion contre Naram-Sin et à ses conquêtes extérieures sont basés sur des faits historiques, et le scepticisme récent, et il renvoyait à ce qu'il avait lui-même écrit, le scepticisme récent à l'égard de ces compositions s'est révélé être trop extrême. Alors, dans la catégorie de l'hypercritique, à laquelle certains ont succombé, eh bien, on a la tentative de Mario Liverani. Lors du colloque de Rome de 1990, il avait mis l'accent sur son refus absolu de chercher le noyau historique des textes littéraires, et il avait choisi de mettre exclusivement l'accent sur la réception de ces récits.
il avait voulu faire un parallèle entre l'histoire de Sargon et Naram-Sin vis-à-vis de la ville de Kish et celle des premiers rois de la première dynastie de Babylone, respectivement Sumuaboum et Sumulael. Pour Liverani, le texte serait une légitimation des actions du roi de Babylone Sumulael, qui a profité d'une rébellion de Kish pour annexer définitivement ce royaume voisin. Et pour légitimer ce fait, eh bien, il se serait abrité, en quelque sorte, derrière le précédent de Naram-Sin. J'avais déjà critiqué cette tentative de Liverani dans ma contribution à FM3 en 1997, mais on peut aujourd'hui aller encore plus loin, parce que nous savons maintenant que Sumuaboum n'a nullement précédé Sumulael sur le trône de Babylone, et même qu'il n'a jamais été roi de Babylone. C'est une tradition postérieure qui fait de lui un roi de Babylone. Et par conséquent, l'idée qu'il faille lire le texte de la Grande Rébellion en voyant la figure de Sumuaboum derrière la figure de Sargon et la figure de Sumulael derrière la figure de Naram-Sin ne résiste pas à l'analyse. On voit donc comment les idées apparemment les plus séduisantes peuvent se révéler complètement fausses, et il est paradoxal que l'esprit critique de Liverani ait porté sur l'interprétation de la Grande Rébellion, mais pas sur la reconstitution de l'histoire politique des débuts de la première dynastie de Babylone. Et je voudrais donc, pour terminer, proposer une autre approche qui me semble reposer sur un terrain plus solide. Steve Tinney avait vu dans le texte G une sorte d'éloge d'Iprur Kish et de condamnation de Naram-Sin, mais il avait justement souligné que l'optique du texte de Marie devait être différente. Dans ce texte, en effet, l'accent est très nettement mis sur la victoire de Naram-Sin. Et dans l'énumération des rebelles, le roi de Marie ne figure pas, alors qu'il est présent dans d'autres manuscrits. Or, si l'on ignore le lieu et l'époque de rédaction du texte de Genève, il n'en va pas de même pour le manuscrit de Marie. Et on peut en reconstituer le contexte avec une grande vraisemblance. Le plus probable est en effet que ce manuscrit a été mis par écrit à l'époque de Samsiadou. On connaît en effet les liens de ce dernier avec Akkad. Il prit dans une de ses inscriptions le titre de roi d'Akkad. Il entreprit un voyage dans cette ville. Et par ailleurs, dans une de ses lettres, un serviteur de Yasmaradou n'hésite pas à parer ce dernier du titre prestigieux de roi d'Agadé. Rien ne s'oppose donc à ce que le texte M ait été un travail fait à Marie même, et on doit d'ailleurs rappeler que ce texte n'est pas isolé. On l'a vu tout à l'heure, un fragment de tablette publié dans Marie III qui contenait la copie d'une inscription de Naram-Sin, et par ailleurs, une des malédictions qui a été également recopié et publié dans ce même recueil, semble avoir été inspiré par un texte d'époque paléo-akkadienne. Et l'original, ayant servi de source au scribe rédacteur de M, pourrait avoir tout simplement été la statue de Naram-Sin, qu'on sait avoir existé dans le palais à l'époque de Samsiadou, grâce à un calendrier rituel, mais qui, au contraire de la statue d'Ishtoupilum, n'a malheureusement pas été laissée sur place par les soldats de Hammurabi après que le roi de Babylone ait conquis Marie. On voit donc que le cas étudié ici ne remplit finalement pas sa mission de la manière qu'on aurait pu attendre. Il n'y a pas des inscriptions authentiques que l'on recopierait fidèlement dans un premier temps et à partir desquelles, peu à peu, des textes légendaires seraient élaborés ayant de moins en moins de rapport avec les événements décrits au départ. Si une telle chaîne ne peut être reconstituée, c'est pour une raison finalement très simple. Les auteurs des textes littéraires avaient sous les yeux les originaux dont nous ne possédons plus que des copies. Et ainsi, chacun d'eux a pu forger son propre récit sans qu'ils dépendent forcément les uns des autres. Et pour terminer, je relèverai ce paradoxe. L'histoire de la conception et de la réception de tels récits devient au final au moins aussi compliquée que l'établissement par extraction du noyau historique censé être contenu dans ces textes légendaires. Je vous remercie de votre attention.